ABK Matin, l'interview. Bonjour professeur Viviane Ondwa-Biwele, bienvenue sur ABK Matin depuis Douala. Bonjour à vous et bonjour également à tous vos auditeurs. Je vous remercie de m'avoir invité ce matin. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous venez d'être installé au poste de responsable du programme de gestion politique et économique à l'Université de Yaoundé 2. C'était le 20 octobre 2024. Tous nos auditeurs, à travers ma modeste voix, vous adressent leurs félicitations. Merci beaucoup. Je vais juste simplement corriger. C'est un programme de formation en gestion de la politique économique. Oui. Donc, c'est un programme qui est sous la tutelle de l'Université de Yaoundé 2. Nous souhaitons en savoir un peu plus sur ce programme, professeur. Oui, vous savez, le programme de gestion de la politique économique est un programme qui a été mis en place en 1998, Oui. à la suite de la signature d'une convention avec les bailleurs de fonds. Si vous vous souvenez bien, c'était vraiment à l'époque de la grande austérité, de la crise 80-2000. Et l'objectif était justement de capaciter les hauts cadres de l'administration publique en outils de prévision, planification, programmation, pour faciliter effectivement la prise de décisions stratégiques. Donc, c'est un programme qui a été financé à sa genèse par l'ACBF, qui est un bailleur de fonds qui finance le renforcement des capacités, le Japon à travers le programme JICA, et puis également la Banque mondiale. Oui. Donc, c'est un programme, il faut dire que le programme a été installé dans plusieurs régions d'Afrique. Vous savez, l'Afrique était concernée par cette crise économique. À l'issue d'un appel d'offres, il faut dire que le gouvernement a réussi à convaincre les bailleurs que le programme soit installé au Cameroun pour couvrir l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Donc, on couvre la zone SEMAC et ce, à ces 11 pays. Et puis, pour l'Afrique de l'Ouest, le programme a été installé en Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique de l'Est, le programme a été installé au Ghana. Le programme a été monté par l'Université Clermont-Ferrand, qui est désormais l'Université d'Auvergne en France, Oui. et qui avait donc pour but de capaciter les hauts cadres des États en outils macroéconomiques pour faciliter effectivement la prise de décisions et puis planifier le développement de ces pays. Nous vous souhaitons bon vent, professeur Viviane Biwele. Parlons. Et je voudrais quand même préciser, si ça ne vous dérange pas, que depuis 2018, les bailleurs de fonds sont donc partis. Dans tous les programmes, les bailleurs de fonds, le programme arrivait à échéance. Ils revenaient dans chaque pays de s'approprier le programme et de continuer effectivement cette activité. Donc le Cameroun, depuis 2018, ne reçoit plus les fonds des bailleurs. Et depuis 2021, a décidé de relancer le programme. Et dans ce cas-là, nous avons donc des formations diplômantes et continues que nous devons offrir à l'Afrique centrale, il faut le dire, et puis des Grands Lacs. Oui. Voilà la mission qui m'est offerte. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, nous vous souhaitons bon vent, professeur Viviane Ondwa-Biwele. De multiples entreprises publiques tournent à perte et l'État en tant qu'actionnaire qui a très souvent justifié certaines subventions par le fait que des entités publiques bénéficiaires remplissent une mission de service public à la faveur de l'élaboration du budget de 2025 tend vers une subvention basée sur leur performance. Pensez-vous que cela se fera lorsqu'on sait que depuis 2 ans, le gouvernement a opté pour les contrats de performance des entités publiques et que l'on reste dans l'attente de l'évaluation officielle des 10 contrats? Alors déjà, il faut dire que le secteur des entreprises publiques est une véritable préoccupation pour l'État et pas seulement, disons, pour le pays, parce que nous sommes dans un pays en voie d'émergence et dont le secteur privé n'est pas très développé, ce qui fait qu'il y a une sorte de concentration des entreprises publiques et même établissements publics dans les secteurs marchands. Les entreprises publiques sont dans tous les secteurs et sollicitent beaucoup de ressources pour leur fonctionnement. Oui. Alors, dans ce cadre-là, l'État a mis en place un ensemble d'encadrements. D'abord, si vous vous souvenez des lois de 2017, le coup était lancé, il était question d'insister sur la performance de ces entreprises, bien qu'étant dans le service public. Rien ne justifie qu'on soit contre-performant. Et pire encore, lorsque nous sommes en situation d'austérité financière. Et donc, de ce point de vue, dans un premier temps, on avait retenu que les établissements et entreprises publiques devaient être évalués tous les 3 ans. Et les dirigeants devaient être payés à hauteur de leur performance. Donc, si vous avez été contre-performant, vous devez
vous changez de catégorie et les rémunérations devraient également conséquemment diminuer. Ça, c'était une première mesure qui a été prise. Oui. Maintenant, voilà une deuxième qui est affichée, à savoir que lorsque vous êtes contre-performant, les subventions devraient également diminuer dans votre structure. Moi, je pense que dans l'un ou l'autre cas, c'est une mesure qui peut être inefficace. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque les entreprises sont contre-performantes, elles détériorent le service public. Donc, au lieu de sanctionner le service public en diminuant les subventions, en fait, on va priver l'usager des services. Il vaut mieux sanctionner les dirigeants et les virer s'ils ne peuvent pas produire de la richesse. Parce qu'en réalité, dire qu'on va diminuer les subventions sans insister sur le profil et la qualité des personnes qui gèrent les entreprises, ce sont les usagers qui vont connaître là une double sanction. Première sanction, c'est que ceux qui sont là n'arrivent pas à donner le résultat. Deuxième sanction, bien que ne donnant pas le résultat, on va même encore leur dire que les ressources vont baisser et peut-être la qualité des résultats va également prendre un coup. Moi, je pense qu'il serait plus facile, non seulement de garder les subventions, d'imposer les résultats, et puis ceux qui ne peuvent pas produire les résultats, qu'on les remplace. Simplement. Moi, c'est mon point de vue et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à remplacer les dirigeants qui ne sont pas performants, mais surtout également travailler en amont sur la fabrique des dirigeants. Qui sont-ils? Comment les prépare-t-on à la prise de fonction? Parce que si aussi on ne se pose pas ces questions, on va remplacer par d'autres, et puis les gens seront surtout dans une posture de rente sans que leurs résultats ne leur soient opposables. Parce que lorsque vous baissez la subvention, bon, je veux bien, ils restent en poste, leur salaire va peut-être baisser, mais vous n'avez pas dit que vous allez les sanctionner en les faisant partie des entreprises. Vous avez relevé 3 problèmes qui sont récurrents dans les organisations publiques camerounaises et ces problèmes sont contenus dans votre ouvrage intitulé Scandale. Est-ce qu'on peut avoir justement ceci, professeur Viviane Ondoa-Biwale? Oui, en fait, le livre Scandale, l'ouvrage a été publié en 2019 à la suite d'un ensemble de scandales. Il faut dire que les scandales, on en a toujours. Peut-être ça fait partie de la vie des organisations. Mais la préoccupation était effectivement de voir dans cette recrudescence des scandales, quels sont les points récurrents, les dysfonctionnements qui ont des tendances lourdes. Alors, il y a 3 dysfonctionnements qui ont été effectivement observés. Le premier, c'est qu'on a observé que chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il faut dire que lorsqu'il y a un scandale, c'est qu'il y a une vulnérabilité organisationnelle, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas du point de vue de la gestion. Donc, derrière chaque scandale se cache un problème de gestion. Et nous avons identifié 11 scandales. Et derrière ces scandales, il était question pour nous d'aller voir quel est le problème qui pouvait être posé. On a eu, par exemple, le scandale de Bapes, un ministre en fonction qui est allé en prison, etc. On s'est dit, qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? On a vu le scandale également de comment on appelle les droits d'auteur, là? La SOCAM. La SOCAM, je pense, avec un Dédié Yango, qui a été destitué parce qu'on estime qu'il a la double nationalité, etc. Donc, on a vu également les scandales d'Africa Foot. On a évoqué ces scandales-là. Je crois dans l'ouvrage, on a d'ailleurs 3 scandales qui adressent cette question. On a vu le scandale également du chantier naval. Vous savez que nous avons vécu la désignation d'un responsable par le conseil d'administration qui n'a jamais été installé, malgré la décision du conseil d'administration. Bref, tous ces scandales ont été analysés et la première chose qu'on a observée, c'est que ces scandales révélaient un ensemble de dysfonctionnements organisationnels. Et l'un des dysfonctionnements qui est courant, et j'ai envie de dire qui persiste, c'est le problème de la conformité. Les gens ne respectent pas les textes à tout point de vue. Oui. Il y a une disposition qui existe, il y a une réglementation qui existe, mais on ne l'applique pas. Prenons simplement le cas des entreprises publiques et des mandats des dirigeants. Vous avez des dirigeants qui font 30 ans, 35 ans, 20 ans, 15 ans, alors qu'ils doivent faire 6 ans et 9 ans. Rien ne peut expliquer qu'on viole la loi. Donc, on a un rapport à la loi qui est un rapport très, très lâche, en fait. Donc, ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que chaque fois qu'il y a un problème dans une organisation, qu'il y a un scandale ou qu'il y a un conflit, bien évidemment, on se réfère à la hiérarchie, et ici la très haute hiérarchie, comme si les structures elles-mêmes n'avaient pas de compétences propres. Donc il y a une sorte de, j'ai envie de dire, d'absence de responsabilité de la part des dirigeants. Les dirigeants, bien qu'ayant une responsabilité institutionnelle, législative, j'ai envie de dire réglementaire claire, hésitent à prendre des décisions et préfèrent se référer à ce qu'on appelle la haute hiérarchie.
Si c'est dans une direction, ce sera le ministre. Si c'est au niveau du ministre, ce sera le Premier ministre ou la présidence de la République. Et même les populations ont pris cette habitude. Dès qu'il y a un conflit, on dit, Monsieur le Président, venez nous sauver. Oui. Comme s'il n'y avait pas d'institution qui avait de compétences propres. Ça, c'était le deuxième constat. Le troisième constat, bien évidemment, une fois qu'on fait appel à la haute hiérarchie, on s'est rendu compte que, si on prend le cas de la FECAFOOT, ça a été très patent, et même d'autres cas, dès que la haute hiérarchie est donc saisie, au lieu de résoudre le problème organisationnel qui est à la cause du scandale, en fait, il y aura une commission qui sera mise sur pied, il y aura des décisions qui seront prises et on va demander à l'organisation de continuer à fonctionner sans que celle-ci ne connaisse de modifications structurelles qui ont été à l'origine, oui. Structurelles qui ont été à l'origine du scandale. Oui. Donc voilà les trois préoccupations qui malheureusement restent courantes, que nous avons observées dans les scandales que nous avons analysés. Donc le président de la République devient le messie quand il s'agit de lui, le ministre devient le messie quand il s'agit de lui, et la responsabilité des organisations est davantage portée sur des individus, donc sur la LEA. C'est quand on veut, quand on peut, mais pas quand la loi l'exige. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement respecter les lois qui sont établies? C'est le minimum, puisque si on met en place les lois, en fait les lois c'est quoi? Lorsqu'on met en place une loi, c'est qu'on décide de fonctionner d'une certaine manière. C'est d'ailleurs un fonctionnement consensuel. Et donc, à travers la loi, on met en place un dispositif qui nous permet de résoudre les problèmes, de produire les résultats. J'ai envie de dire des procédures qui permettent également d'assumer l'action qui nous est offerte. Oui. Donc, la première chose, c'est peut-être faire d'abord une revue de ces dispositifs-là, nous assurer que ces dispositifs conviennent. Je vous prends un exemple. Nous avons vu, par exemple, même les ministres se plaindre de ce que il y a des organisations qui fonctionnent. On a des trous dans la ville, on a des poubelles par-ci, on a des poubelles par-là. Oui. En fait, ce sont des indicateurs de problème. On dit, OK, si ce problème se pose, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Oui. Maintenant, est-ce que le dispositif permettait effectivement d'assumer ça? OK, on y va, on essaye de faire le point. Qui doit faire quoi, avec qui, quand, etc. Ce sont des outils de gouvernance élémentaires. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple, excusez-moi, il est un peu coquin, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de la grossesse. Oui. Quand vous décidez de tomber enceinte, la première question, c'est que pour tomber enceinte, il faut un homme et une femme. Tout à fait. Bien évidemment, on a des dispositifs médicaux qui peuvent permettre de faire une... Encore là, il faut un process. Il faut au moins qu'il y ait fécondation. Même quand il y a fécondation, après la fécondation, il faut qu'il y ait nidation. Après la nidation, il faut que la grossesse soit suivie. Oui. Vous avez des rencontres prénatales avec votre médecin. Oui. Donc, c'est tout ce processus-là, depuis l'amont, parce que même pour tomber enceinte, pour les femmes qui sont en âge de procréer, il y a un moment, semble-t-il. Passer ce moment-là, si c'est dans le mois, il faut attendre le mois prochain. Tout à fait. Donc, vous vous rendez compte que pour atteindre un résultat, il y a quand même une cohérence à mettre sur la table. Et cette cohérence-là devrait justement être à jour, disponible et respectée. Sinon, c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. Donc, ça semble simple, mais malheureusement, bon, on est dans un environnement, il y a beaucoup de tolérance. Je pense qu'il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline pour atteindre les résultats. Rendu au stade où nous sommes, il faut aller... moi, je suis microéconomiste. Moi, je crois au changement microéconomique, c'est-à-dire que les grands changements surviennent quand les petits également sont survenus. Donc, on ne voit pas le changement venir et après on se rend compte que si on a posé tel acte, ensuite tel autre acte, voilà, c'est finalement le changement qui va se produire. Il faut simplement regretter que ce que moi je dis là, c'est vraiment des choses élémentaires. Nous avons d'autres problématiques qui s'ajoutent à celle-là. La problématique climatique est là. Oui. Il y a des problématiques environnementales sont là. Moi, je suis un peu peinée de voir qu'on se concentre encore sur des choses à la limite qui devraient être déjà acquises en fait. Professeur Viviane Ondoa-Biwele, est-ce que l'implémentation réelle de la décentralisation peut résoudre les problèmes que vous posez? Que vous relevez, oui. Oui. Vous savez, il n'y a pas de panacée. Même l'État central, si vous voulez que, comme on tarde à aller vers la déconcentration, si on respecte les dispositifs de l'État central, il peut aussi fonctionner. Tout peut fonctionner tant que ça reste cohérent. Parce qu'il faut dire que ce soit la décentralisation ou d'autres modèles de changement, les changements peuvent être faits de manière incrémentale. Encore faut-il s'assurer qu'on avance au moins vers ces changements-là.
Parce que il n'y a pas de miracle, hein, que ce soit la décentralisation ou un autre dispositif. Ce sont des dispositifs, des changements qui vont se faire avec le temps ou dans le temps. Encore faut-il qu'on avance dans le sentier qui a été écrit. Et pour avancer, franchement, il faut beaucoup de discipline. Moi, quand on voit les préoccupations que nous évoquons, on peut questionner la qualité des ressources humaines qui sont engagées dans ces processus-là. C'est pour ça que moi, je pense, l'un des débats que nous avons actuellement, c'est le débat je voulais dire de l'éducation, de la formation, parce que c'est nous qui prenons les décisions. Vous avez dit tout à l'heure que je suis à la tête d'un programme. La qualité de ce programme va dépendre de la qualité des décisions qui seront prises. Oui. Mais qui prend les décisions? Ce sont les humains qui sont à la tête et l'équipe, je veux dire, qui accompagne justement ces structures-là. Est-ce qu'on s'est posé la question de leur profil, la question de leur éthique même? Donc moi, je pense que c'est un sentier qui va être, j'ai envie de dire, à refaire à zéro. Hein. Il faudra reprendre avec le respect des procédures, le respect même, j'ai envie de dire, des profils. On peut dire, est-ce que les gens sont à leur place? Moi, je peux vous dire non pour beaucoup d'entre eux. Et j'assume ce que je dis. Parce qu'en réalité, lorsque les résultats ne sont pas produits, on peut d'abord questionner aussi le profil des dirigeants. Maintenant, est-ce que le cadre juridique est mis en place? Moi, j'aime souvent suivre l'expert Dieudonné Souba lorsqu'il parle de modèle économique. Oui. Parce que lorsque vous mettez un dispositif en place, il faut vous assurer qu'il marche. Et ça relève également d'une expertise au pointu. On a l'impression que gérer une entreprise est une intuition. Vous sortez peut-être de l'université ou de l'ENAM ou d'ailleurs, et puis ou bien vous êtes professeur, on vous nomme, et puis on dit que gérer l'entreprise, et puis on attend les résultats. Non, c'est pas si facile que ça. Oui. Et dans les autres environnements, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prépare les gens à la fonction. C'est vrai, on les prépare d'abord au plan académique, on les prépare également du point de vue de l'expérience qu'ils engagent avant d'arriver au sommet d'une entreprise. Vous avez un diplôme d'ingénieur, vous avez un diplôme de formation d'une école de formation. Après, on vous dit, il faut faire un MBA pour être nommé. Ensuite, il faut peut-être avoir déjà géré des petits projets avant de gérer une grande entreprise. Tout à fait, Ou oui. alors, on vous prépare, on vous moule. Effectivement, regardez ce qui se passe dans l'armée. C'est un très bel exemple. Hein. Pour changer de grade dans l'armée, c'est toujours la suite d'une formation. Tout à fait. Et ça, là, vraiment, le modèle militaire est un modèle dans notre environnement qui peut servir également d'exemple pour les entreprises. Il n'y a pas de hasard. Professeur Viviane Ondoa-Biwale, le rapport sur les concours financiers de l'État aux entreprises et établissements publics au titre de l'exercice 2022, avec un document annexé à la loi de finances initiale de la loi de 2024, présente un besoin de recapitalisation de 15 entreprises à hauteur de 398,1 milliards de francs CFA. Et il y a des entreprises comme la CDC, la Sonara, l'UQAM, SICAM, Camerco, Campos, qui ont besoin d'être recapitalisées. Est-ce que tout cela peut être efficace au finish? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre un tel résultat? C'est une très bonne question. Je vais certainement me répéter. Vous savez, je suis promotrice d'un cabinet Obi Solutions que vous connaissez certainement, et tous les 15 du mois, nous publions ce que nous appelons une note de conjoncture. Et nous nous intéressons principalement aux structures du secteur de la gouvernance. Je crois que nous avons fini avec les 20 ministères de la gouvernance, nous avons attaqué le secteur des entreprises de cet environnement-là. Nous sommes à la 5e note de conjoncture. Qu'est-ce que nous avons constaté? En réalité, lorsqu'il y a un problème dans une entreprise, oui, on va passer à la restructuration, mais je dis encore, mettez les gens à la tête des entreprises qui sont capables de gérer les entreprises. Vous ne mettez pas les gens capables, nous allons faire 10 000 structurations, ça ne va rien donner. Et moi, je pense que la question qui est posée sur la table, c'est même pas tant la question des ressources. Oui, nous allons restructurer les entreprises. Vous savez combien d'entreprises ont été réhabilitées et combien ont survécu? Pas beaucoup. J'ai envie de vous dire que si vous rentrez dans le portefeuille de la commission technique de réhabilitation des entreprises, l'État a déjà procédé à ce mécanisme plusieurs fois. Oui. Ces entreprises n'ont pas pour autant prospéré. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas la restructuration le problème. Ce sont les individus qui sont incapables de gérer les entreprises. Moi, j'y crois dur comme fer. Deux choses, le modèle économique de l'entreprise et les personnes qui sont à la tête de ces entreprises-là. Si on ne résout pas les deux, en réalité, qui touche au volet politique, parce qu'il ne faut pas se le cacher. La désignation à la tête des entreprises relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et ce pouvoir discrétionnaire devrait quand même
de mon point de vue, être encadré par l'obligation de résultat. On ne peut pas avoir une entreprise qui ne produit pas les résultats. On ne sanctionne pas les dirigeants. On dit on restructure les entreprises avec les mêmes dirigeants. Ce sont ces entreprises-là, ces dirigeants qui vont encore plomber l'entreprise. C'est qu'il y a un problème. Donc moi, je pense que les solutions qui sont apportées sont des solutions à la marge. Les véritables solutions, c'est vraiment attaquer la qualité des dirigeants à même de pouvoir gérer les entreprises. Sur la question, justement, il y en a qui ont été sollicités pour être nommés à la tête de certaines entreprises qui ont subi des restructurations, mais qui n'ont pas eu la possibilité de s'en sortir, de tirer ces entreprises du gouffre où elles se trouvaient. Et pourtant, une fois débarquées, lorsqu'elles sont sollicitées ailleurs, elles arrivent à réaliser de très grandes performances. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que des personnes dont le profil peut être avéré arrivent à la tête des entreprises étatiques, publiques, ne réussissent pas à faire ce qu'il y a à faire, mais lorsqu'elles vont ailleurs, elles s'en sortent? Alors, c'est vrai que moi, je ne sais pas de quel cas vous parlez, mais ce que je sais de l'administration publique, et je vous ai parlé du modèle économique, des entreprises. Lorsque je parle du modèle économique, c'est un bien grand mot. C'est vrai, le dispositif qu'on met en place, mais toutes les procédures également. Et quand on parle de procédures, on ajoute également l'environnement de ces entreprises-là. Quand je parle d'environnement, je parle d'environnement de corruption. Je parle d'environnement de corruption, je parle d'environnement des procédures qui peuvent être rigides et qui peuvent empêcher également d'atteindre les résultats. Et on a eu un gros débat, si vous avez suivi la réforme des marchés publics, oui, tout à fait, qui n'a pas produit les résultats escomptés. Cette réforme avait pour ambition effectivement d'assainir quelque peu l'environnement justement des entreprises en ce qui concerne la passation des marchés. Cette réforme peine effectivement à convaincre. Donc tout cet environnement-là peut justifier ce que vous dites. Et puis l'environnement de corruption. Oui. Moi, je n'ai pas envie de vous dire que... peut-être aussi le trafic d'influence de temps en temps. Le trafic d'influence, la tolérance, la violation des textes, c'est tout ça. Moi, je pense, quand je vous parlais de cohérence, je vous parlais de discipline, c'est en réalité de tout ça là que je parlais. Et si ce dispositif n'est pas mis en place, je ne sais pas comment vous allez réussir. Bon, il vaut mieux ne pas parler simplement donner son opinion. C'est pour ça que moi, j'aime bien mener les études. Nous avons également rencontré des dirigeants, effectivement, qui pouvaient se plaindre de ce que l'environnement est, j'ai envie de dire quoi, suffisamment, bloquant. Oui. Je vous prends le cas, par exemple, des ressources humaines. Vous avez besoin d'une équipe. Parfois, on vous demande d'embaucher des gens qui n'ont pas forcément le profil de poste. Oui. Ça aussi, c'est un problème. Si vous n'avez pas des équipes qui peuvent être capables de produire les résultats, vous allez être le manager le plus puissant. Vous n'allez pas réussir votre mission. Oui. Donc, c'est cet environnement qu'il faut assainir, qu'il faut libérer. Je pense qu'il y a des chaînes qu'il faut absolument briser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un gestionnaire, comme vous dites, qui a de la compétence. Donnez-lui les moyens de choisir l'équipe qui peut l'aider à réussir sa mission et l'évaluer au niveau du résultat. Nous avons vu dans le dispositif, par exemple, des entreprises publiques, on vous dit pour nommer dans une entreprise publique des responsables de niveau de directeur, il faut avoir l'aval de la présidence de la République. Moi, je veux bien. Peut-être c'est pour résoudre un problème, mais d'où vient le président de la République ou les instances du président de la République dans la nomination d'une équipe au niveau des entreprises publiques? Bon, peut-être qu'il faut assurer certains équilibres, peut-être, moi j'en sais rien, mais lorsque vous comparez ce mode de gestion au mode qui devrait être mis en place, on peut effectivement constater que ce sont des éléments qui peuvent être bloquants en tout état de cause. Pour les entreprises publiques qui sont dans le secteur concurrentiel, vous ne respectez pas un certain nombre de canons, vous êtes contre-performant et vous êtes bouffé par la compétition. Oui. Il n'y a pas de magie. Oui. Il n'y a pas de magie. Merci, professeur Viviane Ondoabi-Wele, d'avoir répondu à nos questions sur Abeka-Matan depuis Douala. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir bien vous, professeur. Bonne journée.